Alors, faire des émotions un allié dans les pratiques managériales, je crois, ce qui est important de resituer, c'est à quel niveau, en fait, les émotions interviennent. Et je crois, je peux aisément affirmer que les émotions sont au cœur du management et des activités managériales. Effectivement, en tant que manager, vous êtes, votre tâche, c'est de faire des choses à des gens. Donc, toute la partie relationnelle, elle est au cœur de vos activités. Gérer les émotions des autres, que ces émotions-là émergent dans un contexte privé qui impacte le travail ou dans un contexte lié au travail, mais vous avez tout un enjeu autour de la gestion des relations multiples. Hein. Ça peut être vos supérieurs, les collaborateurs, les clients, etc. Dès l'introduction, Jean-Paul il a insisté sur le fait qu'il y a aussi cette dimension de gestion de soi, se discipliner, c'est se connaître. Et donc, effectivement, on a toute cette partie de l'émotion, comment je vis avec mes émotions, mon monde émotionnel, et comment j'en prends soin, comment je l'écoute. Et Emmanuel en a parlé aussi tout à l'heure, juste avant le déjeuner. Puis il y a toute cette dimension qui est extrêmement importante, c'est que l'émotion peut être support ou parasite à la performance. On l'a vu avec l'exemple de la prise de décision, c'est si j'écoute la peur modérée qui met la vigilance, qui modère ma prise de risque, j'en fais un allié. Si elle me met en panique, en sidération, effectivement, elle peut scléroser la prise de décision ou m'emmener à prendre des décisions hâtives. Donc l'émotion, elle colore toutes nos activités. Du coup, j'ai vraiment envie de dire, c'est l'atout qui fait la différence. C'est ce qui va permettre d'être dans la conjugaison de performance et bien-être, si on la pilote bien. Donc comment on les pilote, hein, c'est ce qui nous intéresse maintenant dans l'intervention maintenant. Et puis, bien que je ne crois pas qu'il y a des recettes miracles, qu'il y a une stratégie qui marche dans tous les cas, et ça a été encore l'échange qu'on a eu avec Emmanuel et qu'il a affirmé, la communication non violente est un outil. Ça ne marche pas dans toutes les situations, c'est un outil parmi d'autres. Je vous donnerai quand même quelques trucs et astuces qui pourront éventuellement marcher. Alors, piloter ses émotions, et je devrais dire ses émotions, les émotions des autres et ou les émotions collectives, c'est un processus en plusieurs étapes. La toute première étape, c'est déjà, je dois savoir de quelle émotion il s'agit. Pour pouvoir mettre en place des stratégies pour canaliser l'émotion dans ses effets positifs, je dois en être conscient de quelle émotion il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'une colère, d'une peur, d'une joie que je dois canaliser? Ce n'est pas du tout le même enjeu. Tout à l'heure, je vous ai sensibilisé à l'idée des risques d'une émotion, du apport qu'elle peut avoir, et donc j'ai besoin de connaître l'émotion pour savoir sur quoi je dois être vigilant. La joie baisse ma vigilance, donc j'ai besoin d'identifier la joie et d'identifier le risque que cette émotion peut avoir en situation de performance. Donc la toute première chose, c'est d'accueillir l'émotion. Et je rebondis sur ce qui s'est posé tout à l'heure comme question. Qu'est-ce qui arrive si je supprime l'émotion? Déjà, je supprime l'émotion, je supprime quelque part en moi une information essentielle pour m'adapter. Mais aussi, je supprime l'information à l'autre qu'il y a quelque chose dans la relation qui se joue. Si je ne montre jamais ma colère envers une personne, c'est un peu le grand classique, c'est 20 ans plus tard, la femme découvre que le mari n'aime pas la soupe alors qu'elle croyait que c'était son plat préféré. Zut! Il y a bien l'enjeu d'exprimer l'émotion pour que l'autre puisse l'identifier et la prendre en considération comme une information. Ça suppose un premier acte actif qui est accueillir cette émotion. Je l'identifie comment cette émotion?
Je l'identifie grâce au processus. Chacune des étapes du processus que nous venons de voir ce matin est comme une porte qui me permet d'identifier de manière plus précise l'émotion qui est en jeu. Si je vous dis j'observe des larmes, qu'est-ce qui pourrait être l'émotion qui se cache derrière cet indicateur? Tristesse, joie. On a besoin de plus d'informations. Si je vous dis la personne elle a reçu un cadeau, est-ce que ça nous aide? Non, ça dépend qui nous a fait le cadeau. On a besoin de connaître différents éléments. Quelle est la source de l'émotion? Qu'est-ce qu'il y avait en termes de croyance? Quelle est l'évaluation que fait la personne de la situation? Ce qui, au fur et à mesure, nous permet, tel un détective, d'éliminer certaines émotions pour dire qu'il s'agirait plutôt de telle émotion ou de telle autre. Quand j'identifie l'émotion, un autre paramètre est essentiel, c'est l'intensité. Quand j'ai une émotion, je dois me poser la question, quelle en est l'intensité que je ressens? Pourquoi? Plus l'émotion est intense, moins je vais pouvoir la réguler. Donc j'ai un grand enjeu à repérer l'émotion naissante qui commence à s'intensifier pour veiller à ce qu'elle n'atteigne pas ses intensités maximales. Passé un certain seuil, je ne vais plus avoir la main pour mettre en place des stratégies pour canaliser cette émotion. Donc voilà la première étape qui est une pierre angulaire, c'est vraiment la base, c'est d'identifier les émotions. Et pour pouvoir les identifier, on a besoin de les connaître, d'avoir une sorte de dictionnaire des émotions. L'étape après, j'ai besoin de les comprendre. Comprendre, c'est connaître les causes, connaître les manifestations, connaître mes croyances, c'est connaître mes boutons rouges, comme parlait Emmanuel tout à l'heure. Le mien, par ailleurs, c'est l'imposture. Quand on dit on maîtrise quelque chose et derrière je découvre que la personne ne maîtrise pas. Bouton rouge. On a besoin de connaître ces choses. On doit connaître qu'est-ce qui déclenche en moi, quel type d'émotion, comment ça se manifeste. Et puis, il y a quelque chose autour de la notion des mots justes. Parce que sinon, les mots peuvent créer des mots. Si j'utilise face à quelqu'un, je lui dis « mais j'ai la haine d'après toi », or que je suis agacée, l'impact ne va pas être pareil. On a besoin d'avoir des mots justes en intensité pour que l'autre sache à quelle intensité il a affaire. Si je dis « je suis inquiet », c'est pas pareil si je dis « je suis angoissée ». Si j'envoie le message à l'autre que je suis angoissée, il voit que je suis beaucoup plus en détresse que si je lui dis je suis inquiet. Donc, quand on communique, on a besoin de communiquer avec des mots justes. Le mot juste veut aussi dire être précis dans notre vocabulaire émotionnel. Et je pense que je ne vous surprends pas en disant que le vocabulaire émotionnel est assez pauvre. J'ai fait comme ça une étude un peu exploratoire en démarrage de formation à plusieurs reprises, et en 5 minutes, les personnes arrivent à citer entre 5 à 8 émotions. C'est pas énorme. Et on a besoin d'un vocabulaire pour pouvoir communiquer et être au clair avec nos émotions, les comprendre. Comprendre les émotions suppose aussi de comprendre leur évolution, de pouvoir les prédire. Notamment en tant que manager, c'est une capacité assez importante pour adapter votre comportement à l'autre. Je vous ai amené un exemple. Imaginez que vous êtes à la fin de l'année et que vous devez préparer les entretiens d'évaluation de vos collaborateurs. Vous comptez faire un feedback négatif à 2 d'entre eux. Quelle est la probabilité que vos collaborateurs ressentent de la joie, de la colère ou encore de la tristesse? Pour l'instant, vous allez me dire, il nous manque des informations. Il manque des informations. Si on analyse les faits, la situation, on observe que depuis un moment, il y a un collaborateur qui vous évite. Et l'autre, lui,
Il semble avoir atteint ses objectifs dont le comportement rien laisse présager qu'il s'attend à un feedback négatif. Si je fais mes prédictions émotionnelles, je peux supposer que les deux collaborateurs ne réagiront vraiment pas de la même manière. Pour le premier, ça pourrait être quoi? Un soulagement? Une tristesse? Soulagement. Pour le second, surprise dans un premier temps. Et après, la colère. Toutes les conditions sont réunies. La personne, si elle s'y attend pas, c'est que ça va être une injustice. Elle va le percevoir comme une injustice. Donc du coup, dans votre manière d'annoncer, de conduire les entretiens, vous devez prendre en compte ces prédictions en termes émotionnels. Donc, comprendre les émotions, ça consiste aussi en ça. C'est un moment de se poser, de se dire, avec les informations dont je dispose, quelle est la probabilité des vécus émotionnels des collaborateurs ou de mon collectif que j'accompagne. Emmanuel l'a précisé tout à l'heure, quand on cherche à comprendre les émotions, il y a aussi un décodage à un moment à faire au niveau des besoins. Et effectivement, la communication non violente nous invite à communiquer sur nos besoins, d'identifier le besoin qui se cache derrière l'émotion et ensuite d'en faire part. Parce que c'est quand je dis à l'autre ce dont j'ai besoin, bah finalement, peut-être, on peut réfléchir à satisfaire ce besoin ou pas. Donc c'était pour vous parler de cette étape de compréhension. Parce que pour pouvoir réguler l'émotion, bah, étape 1, je dois l'identifier. Étape 2, bah, je dois la comprendre. Et l'étape après, bah, c'est de se poser la question si je dois ou pas réguler. Parfois on me pose la question, mais est-ce que tu régules tout le temps tes émotions? Finalement, est-ce qu'on ne devient pas un être un peu insensible qui est tout le temps dans le contrôle de ses émotions? Déjà, je vous laisse juger si vous me voyez comme ça. Mais finalement, je ne pense pas qu'il y a toutes les situations où c'est important de réguler ses émotions. En revanche, je pense qu'il y a bien plus de situations où c'est important et on ne le soupçonne pas. Parfois, on peut se dire, vous êtes à un mariage et vous dites, mais je n'ai pas besoin de réguler mes émotions, de joie, etc. Alors je vous avoue, il y a toujours quelque chose qui me fait peur dans ces histoires-là. Vous avez le mariage quelque part, et après, les gens prennent la voiture et vont quelque part. Et là, vous les entendez sur la route. Vous avez déjà vu ces voitures, ces convois de voitures, hein, décorés, qui klaxonnent, qui hurlent. Hein. Et bien moi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que c'est une situation où la joie peut être un grand risque. Et où les gens sont en baisse de vigilance important. Et donc, je crois qu'il y a un certain nombre de situations où parfois, ben, on se trompe en disant, ben, finalement, ce n'est pas nécessaire de réguler. C'est des situations à fort enjeu dans ces moments-là. Une autre situation que je peux vous donner, c'est peut-être arrivé à certains d'entre vous, si ce n'est pas à tous entre nous, d'arriver quelque part à une réunion, à une intervention. Tout d'un coup, on vous pose une question, tout d'un coup, on va sur un terrain, et là, vous vous dites, je n'ai pas assez préparé. Et là, c'était quoi? Finalement, j'étais bien, j'étais en sérénité, et je n'ai pas assez stimulé la vigilance. Donc, il y a un tas de situations où, en tous les cas, quand c'est en lien avec la performance, la question de réguler les émotions se pose. Il y a d'autres moments. Il y a un moment, c'est lorsque les émotions ne sont pas en accord avec l'objectif et les buts que je me fixe. J'interviens encore à l'université et parfois j'ai des étudiants brillants, mais les émotions les submergent telles qu'ils sont presque incapables d'aller aux examens de fin d'année. Là, les émotions sont tellement intenses que ça empêche la réalisation des objectifs à moyen et long terme. Donc là, c'est extrêmement important de réguler ou d'apprendre à réguler les émotions. Et puis, on en a déjà parlé,
c'est aussi quand les émotions sont en désaccord avec les règles d'expression émotionnelle. Donc du coup, qu'est-ce que c'est réguler les émotions? Réguler les émotions est un processus d'influence. Ce matin, à un moment, on en a parlé. Est-ce que c'est maîtriser? Est-ce que c'est contrôler? Réguler, c'est un processus d'influence. C'est quand l'émotion est là, comment je peux l'influencer? Comment je peux modifier les conditions dans lesquelles elle survient? Sa manière de s'exprimer, son intensité, sa durée? C'est ça la régulation. C'est quelque part la transformer. Quand on parle régulation, il y a deux choses qu'on a besoin de distinguer. Il y a les objectifs et il y a ce qu'on appelle les stratégies. Si vous voulez faire une conférence, ça c'est un objectif. On a organisé la journée, c'était notre objectif. Et puis on va déployer des stratégies pour réaliser l'objectif. Partage de tâches, qui s'occupe de quoi, chercher des intervenants, etc. Donc les stratégies sont au service d'un objectif. Vous voulez une promotion, c'est un objectif. Quelles sont les stratégies? Vous voulez faire évoluer un collaborateur, c'est un objectif. Quelles sont les stratégies? Avec la régulation des émotions, ça fonctionne pareil. Quels sont les objectifs de la régulation des émotions? On en a déjà parlé d'un, c'est l'intensité. À des moments, c'est important de modifier l'intensité, un peu comme vous avez peut-être des chaînes musique à la maison. C'est parfois on veut baisser le son, parfois on veut l'augmenter. Avec l'émotion, c'est un peu pareil. Il y a des moments, vous n'êtes peut-être pas très en forme, et puis vous allez à une soirée, et bien là vous allez augmenter le bouton joie. Vous mettez un peu plus d'intensité. À des moments où vous avez une colère qui monte ou une peur, et là, attends, je mets en place des stratégies pour baisser l'intensité. Donc on a un objectif qui peut être l'intensité. Un autre objectif, c'est à des moments, on est amené à changer de type d'émotion. Vous avez je vais vous donner un exemple que j'ai vécu pendant la grève SNCF. Alors, vous savez, on a tous des smartphones, donc on reçoit les messages à n'importe quel moment. Et j'ai une conférence le soir, et donc, je me régule, état émotionnel adapté, je vais démarrer ma conférence dans pas longtemps. Et là, je reçois le message, votre TGV est supprimé. Donc vous imaginez bien, ça chamboule mon état émotionnel. Donc je suis là à l'inquiétude naissante, qui n'est pas du tout l'émotion adaptée pour ce que je dois faire en ce moment-là. Donc je suis bien là, avec un objectif, je dois changer de type d'émotion. Pour prendre un exemple de la vie privée, jeune maman, parfois je vois mes filles faire des bêtises. Et intérieurement, je rigole. Mais je dois afficher de la colère. Là, je fais quoi? Je change de type d'émotion que je vais exprimer. Donc, c'est un objectif de ma stratégie de régulation. Parfois, en tant que manager, vous êtes inquiet en situation de changement et vous devez afficher de la sérénité. On est bien dans ces objectifs-là. Il y a un dernier objectif de la régulation. C'est parfois, on a besoin de faire durer des émotions, parfois on a besoin de les écourter. Si je dois faire une activité méticuleuse, dans le détail, etc., je dois faire perdurer de la tristesse. La tristesse favorise le traitement systématique des informations, donc c'est bien d'être triste pendant la période où j'entreprends cette activité. Autre exemple, vous avez un moment, vous avez une tension avec un collaborateur et finalement ça vous rumine, ça fait que vous ruminez. Tiens, j'aurais peut-être mieux fait comme ça, comment je vais le recadrer, comment je vais parler de ça. Et puis finalement ça rumine. Là vous avez tout intérêt à pouvoir écourter la durée de l'émotion. Donc c'est encore un exemple d'un objectif que je peux me fixer. Donc quand on parle de régulation, à un moment vous êtes dans une situation où il y a émotion, l'étape
important, c'est de se poser, mais qu'est-ce que je veux modifier dans mon vécu émotionnel? Dans le paysage émotionnel qui m'habite, qu'est-ce que je veux modifier? Ça s'applique bien évidemment aussi chez l'autre. Si j'ai une personne qui est en forte intensité émotionnelle, avant d'avoir un échange calme avec elle, il faut que je baisse l'intensité de l'émotion. Comme je vous ai dit, au service des objectifs sont les stratégies. Les stratégies permettent d'atteindre ces objectifs. Dans une dimension temporelle, on a deux grandes familles de stratégies. Il y a les stratégies qui interviennent en amont de l'événement. Et il y a les stratégies qui interviennent une fois l'émotion est déclenchée. En amont de l'événement, on a tous des situations qu'on sait source d'émotions pour nous. Tu parlais tout à l'heure des boutons rouges, on peut parler aussi des boutons verts, parce qu'on a aussi des situations, on sait, qui nous procurent de la joie. On a une grande partie des situations émotionnelles qui nous sont connues. Mais parfois on agit comme si on ne savait pas. Et puis on a les stratégies, parce que la situation nous surprend et que finalement on se trouve à gérer sur le coup. Les stratégies en amont du déclenchement de l'émotion. C'est-à-dire, je suis dans une situation où je sais qu'elle va être source d'émotion pour moi. Exemple, j'ai accompagné, j'ai fait une intervention à l'École nationale de la protection de la jeunesse et de la justice. Et en fait, ils accompagnent les jeunes. Et ils sont à des moments demandés de comparaître au tribunal. Et ils savent en amont que cette situation va être source importante d'émotions pour eux. On sait que pour un collaborateur, un entretien de recadrage va être source d'émotions, autant que pour moi. On connaît tout un tas de situations. Du coup, je peux déployer des stratégies au niveau de la situation, augmenter mes capacités de faire face, me préparer, au niveau de l'attention, au niveau de l'évaluation et au niveau de la réponse. En anticipant ce qui va arriver, je peux aussi agir à ce niveau-là. On va aller dans le détail de chacune des stratégies dans un instant. Bien évidemment, en amont, on va surtout être sur ces trois familles de stratégies. Et n'oublions pas, il y a aussi le soutien, le partage de l'émotion. Parler avec quelqu'un de l'émotion nous permet aussi d'agir sur elle. Une fois l'émotion est déclenchée, je ne vais pas vous surprendre, parce qu'à chaque fois on navigue avec les étapes du processus émotionnel. Je peux déployer des stratégies à chaque niveau du processus également. Je suis dans la situation de l'émotion qui cause l'émotion. Qu'est-ce que je peux faire pour agir sur la source? Qu'est-ce que je peux faire au niveau de l'attention? Et bien évidemment, j'ai aussi le soutien. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a une grande marge en amont de l'événement, quand on le connaît, et quand l'événement survient, ben, on n'est pas démuni non plus. On peut agir à tout moment du processus émotionnel. Comment? Les stratégies sont très sur la situation. Elles supposent que j'ai fait une analyse de la situation, des faits, de mon ressenti, etc. Et que je décide déjà si je vais l'affronter ou pas. On l'apprend plus ou moins inconsciemment, cette situation. Mais, exemple, vous êtes invité à une soirée, mais au fond vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie d'y aller. Est-ce que vous décidez d'affronter la situation ou de l'éviter? Parfois, on a plus de marge que dans d'autres situations. Vous avez une réunion avec votre département. Je peux l'éviter. Peut-être j'envoie mon collègue ou mon collaborateur. Dans quelle mesure on doit y aller ou pas? En pesant bien évidemment les bénéfices court et long terme, cette décision se pose. Une fois j'ai décidé d'y aller, je vais chercher l'information qu'il me faut, capitaliser sur mon expérience. Comment j'ai fait
dans mon passé? Est-ce que j'ai déjà affronté des situations similaires? Comment je me suis pris? Peut-être je connais quelqu'un qui a eu une situation similaire à affronter. Et comment il a fait? Je me prépare. Quand on a une réunion importante, on prépare, on revoit les documents, etc. Du coup, ça me permet de gérer l'émotion en anticipation. Et bien évidemment, on peut faire appel à un tierce. Parfois, on peut, au lieu d'aller tout seul à une réunion, aller accompagné d'une personne. En ce moment, j'accompagne une personne en difficulté qui a fait un burn-out au travail. Et du coup, sur certaines réunions à fort enjeu, avec son manager, elle est effectivement accompagnée par une personne. Ce qui aide à augmenter les chances de faire face. L'étape après où je peux réguler, c'est l'attention. Ce qui est intéressant à garder en tête, c'est qu'on a un biais naturel de l'attention. Rappelez-vous, l'émotion est au service de la survie. Vu qu'elle est au service de la survie, je suis programmée à voir ce qui ne va pas. Je suis programmée à identifier le danger. Et donc, j'ai une tendance naturelle, quelque part, vers la rumination. J'identifie les éléments nuisibles dans mon environnement. Du coup, je les ressasse, comment je peux m'adapter, etc. Mais ça amène souvent à rien. Réguler l'émotion au niveau de l'attention, c'est volontairement prendre son focus attentionnel et le fixer ailleurs. Ça peut être en interne. Je focalise sur une image, des sensations agréables, mes dernières vacances, je pense à autre chose. Et vous verrez, l'émotion, elle tombe. C'est ce que tu disais un peu tout à l'heure. Si je veux aller dans la spirale, je focalise sur la personne, je focalise sur le problème. À un moment, je peux focaliser aussi sur autre chose. Ce qui va faire tomber l'intensité émotionnelle. Pour vous donner un exemple, parfois on est confronté à des situations de crise humaine ou des crises risques psychosociaux ou autres. Et ça peut être la panique. Quand je travaille avec les organisations, et il y a eu une tentative de suicide, il y a eu un accident de travail grave ou autre, la panique qui monte. Et quand je parle avec des personnes, elles disent, voilà, il y a quelque part une image, quelque part un truc auquel ils peuvent penser qui leur donne un calme. C'est les méthodes de la sophro, etc., de la relaxation, où tout d'un coup, je réoriente mon attention. Ça marche aussi au niveau collectif. Je suis comme ça, un manager, il m'a rapporté que il avait une réunion, il y avait beaucoup de tensions qui s'installaient et tout. Et à un moment, il regardait par la fenêtre, hyper concentré, donc les premiers qui se tournent. Il disait, mais vous voyez pas là-bas? Vous voyez pas le rose à éléphant là-bas? On rigole, on sourit, mais on met l'attention complètement sur autre chose. Et parfois, j'ai envie de dire, il faut oser mettre l'attention collective sur autre chose. C'est ce qu'on fait avec les enfants quand ils pleurent, etc. Focaliser l'attention sur autre chose, c'est aussi parfois la focaliser sur l'ici et maintenant. En fait, on est rarement présent. On est généralement dans ce qu'on n'a pas fait hier, et on est très, très souvent déjà dans ce qu'on doit faire demain. Et être présent, être vraiment présent, ça enlève beaucoup d'inquiétude, ça enlève beaucoup de rumination. Je peux réguler au niveau de la situation, j'ai une grande marge au niveau de l'attention et bien évidemment au niveau de l'évaluation. Rappelez-vous, qu'est-ce qui déclenche l'émotion? C'est bien l'évaluation que je fais de la situation. Donc j'ai des marges où chaque fois, à chaque étape de l'évaluation cognitive, je peux me poser la question, est-ce que c'est vrai et jusqu'à où? Ok, la situation, est-ce qu'elle est nouvelle? Est-ce qu'elle est totalement nouvelle? En travaillant avec les pompiers, j'avais une personne qui me confiait, elle disait, voilà, un feu, quelque part, c'est toujours nouveau. Mais ça reste toujours un feu. Moi, ça ne me rassurait pas. Mais lui, ça le rassurait. Parce qu'effectivement, vu que c'est toujours un feu, il a des schémas comportementaux adaptés pour le combattre. Donc la nouveauté
Il n'y a pas une situation qui est à 100% nouvelle. Il y a toujours des éléments connus dans une situation, ce qui nous redonne de la marge de manœuvre et des schémas comportementaux qu'on a pour s'y adapter. Une question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que la situation est-elle vraiment si déplaisante? Vous pouvez vous dire, ah là là, dans mon service c'est difficile, en plus on a une charge supplémentaire, je ne sais pas comment l'organiser. Vous pouvez dire aussi, c'est un challenge, j'ai peu de moyens, je suis en situation dégradée, il me manque des informations, il y a certainement même des informations qui sont un peu fausses. Ben, c'est un challenge, c'est intéressant cette situation. Comment je peux faire pour la résoudre? Comment je peux mobiliser mon équipe pour la traverser? Donc là, je joue sur cette manière d'évaluer la situation sur l'aspect plaisir des plaisirs. Aussi, je peux réévaluer. Est-ce que la situation est-elle vraiment aussi importante? Tout à l'heure, je vous parlais du fait que l'émotion fait référence à la survie. Donc la situation, c'est comme si elle met en jeu notre survie. Est-ce que être coincé dans un bouchon met en jeu notre survie? Est-ce qu'un dossier en retard met en jeu notre survie? Certainement désagréable, mais est-ce que ça va entraver ma carrière professionnelle? Est-ce que je vais être pour autant licenciée, etc., etc. Une autre façon de réguler au niveau de l'évaluation cognitive, c'est de réévaluer les ressources. Souvent, quand on a cette sensation tout d'un coup d'être débordé, finalement on se dit « mais j'ai plus de moyens de faire face, j'ai pas de ressources, j'ai rien, je sais plus comment prendre la situation ». Et bien c'est un moment où je peux réévaluer mes ressources. Quelles sont mes ressources intellectuelles, mes ressources physiques, mes ressources émotionnelles? Où est là l'autre? Parfois, on est juste trop pudique pour demander de l'aide, alors que les autres nous la livreraient très volontiers. Réévaluer les ressources et se dire sur lesquelles je peux m'engager et sur lesquelles je peux m'appuyer. Et puis, il y a bien évidemment une dimension aussi, c'est un moment, c'est se poser les questions autour de la signification des normes. Est-ce que la situation, elle est vraiment aussi contraire à mes normes, mes croyances? On en a parlé tout à l'heure, un homme, ça ne pleure pas. Une femme, c'était quoi? Une femme, ça exprime pas sa colère. Il y a tout un tas de croyances comme ça qui finalement sont, j'ai envie de dire, pas facilitatrices à une expression saine et une expression en termes de santé de nos émotions. Donc, l'évaluation, c'est central. On gagne beaucoup à questionner nos manières d'évaluer le monde parce que c'est l'évaluation qui déclenche l'émotion. Je vous ai mis quelques exemples que vous pourriez refeuilleter quand vous aurez le support. J'attire aussi votre attention juste sur, avec un collègue à moi, on les nomme les pensées automatiques stressantes. C'est parfois en situation difficile, on se rajoute en fait des couches. C'est que, c'est il faut que, je dois que. Ça vous arrive peut-être parfois. En fait, ça inhibe les alternatives et notre flexibilité mentale. Pourquoi? Parce que quand je dis ça, il n'y a qu'une possibilité. Il faut montrer que je contrôle la situation. Ah bah oui, et qu'est-ce que je fais si je ne contrôle pas? Ça m'empêche de demander de l'aide, ça m'empêche de considérer l'autre comme une ressource, de réévaluer les ressources parce que je dois maîtriser. Donc ces pensées automatiques, notre dialogue intérieur nous rajoute de la difficulté, notamment dans des situations à forte intensité. Donc comment on fait? Vaut mieux les formuler en préférence. J'aimerais tout contrôler, mais bon, il y a des situations où parfois, je ne contrôle pas. Rappelez-vous où nous nous situons dans le processus de l'émotion. On a vu que je peux réguler au niveau de la situation, je peux réguler au niveau de l'attention, je peux réguler au niveau de l'évaluation et notamment à chacune des étapes, c'est comme un fine-tuner.
Ah, je peux vraiment régler finement les émotions à ce niveau-là. Et puis, du coup, une fois l'émotion se manifeste, effectivement, je dois aussi pouvoir la réguler au niveau des différentes manifestations. On en a déjà parlé du dialogue intérieur. Emmanuel en a parlé tout à l'heure, que la communication non violente ne s'applique pas uniquement à l'autre, mais c'est aussi un discours intérieur. Jean-Paul parlait ce matin de l'empathie. C'est aussi l'empathie envers les autres, mais parfois on gagnerait aussi à être un peu plus empathique envers soi-même. Nombreuses sont les personnes qui me disent en situation de difficulté, je me dis, ben, tu n'y arrives pas, hein, c'est perdu. Alors que, comment vous parliez à un ami dans ces moments-là? Vous lui diriez ça? Certainement pas. On a tout un enjeu à réguler aussi à un niveau de notre physique. On l'oublie souvent, on est dans une société qui essaye de faire la distinction entre on a une tête et on a un corps, et ça ne marche pas. On a besoin de pouvoir réguler l'émotion au niveau du corps. Et il est extrêmement difficile d'être en colère ou d'être dans un corps détendu en colère. Ça ne marche pas vraiment. Quand je suis en colère, tous mes muscles sont tendus. Alors, si j'ai un corps détendu, c'est difficile, compatible avec des colères d'intensité forte. On a tout un enjeu à travailler avec des méthodes de relaxation, bien évidemment aussi l'hygiène alimentaire et tout ce qui touche aux aspects du corps. Une autre dimension, l'expression faciale posturale. Les études montrent, et vous en avez peut-être entendu, que la rétroaction faciale marche. C'est quoi cette histoire? C'est James, un chercheur en 1800 et quelques, qui avait dit que c'est parce qu'on exprime l'émotion qu'on la ressent. Ça marche dans ce sens aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si j'exprime de la joie, à un moment, la joie va s'installer en moi. Être triste dans un corps redressé de souriant, c'est difficile. On a toute une marge à travailler sur l'expression faciale posturale, et les jours où on est triste et abattu, on gagne à s'habiller bien et se redresser. Puis évidemment, on peut aussi réguler au niveau des comportements, l'état émotionnel. Là encore, dans quel comportement je m'engage? Si je suis dans des comportements d'ouverture, d'aller vers les autres, je vais pouvoir canaliser certains types d'émotions. Un petit topo sur l'expression des émotions. C'est quelque chose de vraiment important. Vraiment important. Les études montrent que la suppression chronique des émotions est le meilleur prédicteur du burn-out. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous voulez vous épuiser, supprimez régulièrement vos émotions. Si vous voulez épuiser vos troupes, emmenez-les à afficher des émotions qu'ils ne ressentent pas, à supprimer les émotions qu'ils ressentent. On sait à combien c'est fatigant quand on a passé un dîner où on a affiché que les échanges nous intéressent et le repas est bon, alors qu'au fond, c'est pas ça. Non, ça vous est jamais arrivé? Si, parfois. Parfois. Autre que ça, quand on met en danger notre bien-être, notre santé, on supprime un message. On supprime le message dont l'autre a besoin pour s'adapter. On supprime le message qui, moi, m'informe qu'il est temps de m'adapter. Donc, revenons à nos différentes étapes quand je pilote les émotions. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Pour pouvoir réguler les émotions, la première étape, c'est déjà de l'avoir identifiée, de l'accueillir. La deuxième, c'est de la comprendre, la décoder, identifier les conséquences. C'est ce qui nous dit, attends, dans quel sens je dois canaliser cette émotion? Puis on a parlé de la régulation. Il y a des objectifs et il y a des stratégies.
Se pose maintenant la question de l'utilisation stratégique des émotions. On en a déjà parlé ce matin. Vous m'aviez posé la question sur la prise de décision. Est-ce que l'émotion intervient pendant, après? Et en fait, à tous les moments. Et l'utilisation stratégique des émotions, c'est ça. C'est que vous vous êtes disputé le matin avec une personne, ça vous a affecté. Vous êtes peut-être triste, un peu en colère. Quelle est l'activité que vous devez faire? Comment je peux réaménager l'agenda de ma journée, le planning de ma journée pour le mettre le plus en cohérence avec mon état émotionnel possible? Si je suis joyeuse, quelles sont les activités que je dois faire? C'est les activités tournées vers les autres, c'est les activités créatives. Donc c'est utiliser l'état que spontanément, quelque part, je ressens. C'est une facette de l'utilisation stratégique de l'émotion. L'autre facette, c'est quand je m'active délibérément des émotions pour faciliter des activités de performance. C'est donc des questions type « je suis joyeuse, je suis triste », dans quel type d'activité je devrais m'engager, lesquelles éviter. Ah, je dois faire une annonce, une conférence, une présentation, un entretien de recadrage. Quelles sont les émotions qui vont être support dans cette activité? Donc en résumé, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que la régulation émotionnelle permet de canaliser les émotions dans leurs effets positifs. Et que pour ça, il y a plusieurs étapes. Je ne peux pas réguler sans avoir identifié. Il y a un enchaînement, un séquencement. J'identifie, je comprends, je mets en place des stratégies. Du coup, je vous ai remis un résumé pour avoir une idée des différentes stratégies. Du coup, quelque part, on commence à s'entraîner à la prise de recul émotionnel. Pour que ce processus-là, à chaud, il devient fluide, ça veut dire, je suis en intervention, par exemple. J'ai beaucoup travaillé avec le monde des pompiers, et du coup, ils me disaient, mais notre fenêtre temporelle, elle est tellement petite, comment on peut apprendre à gérer les émotions? C'est parce qu'on s'entraîne au quotidien à la prise de recul, et du coup, en situation, ces réflexes-là sont disponibles. Dans la situation, je vous invite, posez-vous une fois par semaine, au mieux 2 fois par semaine, si vous pouvez 1 fois par jour, mais il faut toujours fixer des objectifs atteignables. Posez-vous régulièrement à vous dire, tiens, j'ai une situation, quelle est cette situation? Quels sont les faits, comme Emmanuel disait tout à l'heure? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les interlocuteurs? Ça dure depuis quand? C'est comment? Décrire la situation et puis quelles sont les émotions que ça évoque? Qu'est-ce que ça provoque en moi? Quelles sont les émotions que je ressens? Quelle en est l'intensité? Et chez les autres, comment? Quelles sont les intensités? Quelles sont les émotions des collaborateurs, de mon équipe, au niveau collectif? Parce que parfois, on est en présence d'émotions collectives. Quand vous avez une équipe en colère, c'est pas rigolo. Donc, identifiez l'émotion. Posez-vous à la décortiquer. Pour chacune des émotions que vous avez identifiées, qu'est-ce qui a déclenché cette émotion? Qu'est-ce que je me dis? Quelle est mon évaluation, mon interprétation de cette situation? Sur quoi je me focalise? Comment ça se manifeste? Ah tiens, j'étais en colère, j'ai commencé à hurler, mon ton était cassant, je suis en évitement maintenant, je ne veux plus voir le collaborateur. Attends, je suis manager, je ne veux plus voir mon collaborateur. Est-ce que je suis encore dans mon rôle? Je dois peut-être réguler. Si vous décidez qu'il est important de réguler, la première chose, c'est faire l'inventaire de ce que vous avez tenté de faire. Qu'est-ce que jusqu'à là vous avez tenté de faire? Parce que effectivement, il ne s'agit pas de faire plus de la même chose. Si vous avez déjà fait plein de choses, on va essayer de faire et ça n'a pas marché. On doit avoir une activité créative pour se dire qu'est-ce que je peux encore faire. Et là, aidez-vous du processus émotionnel. Posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire au niveau de la situation? Qu'est-ce que je peux faire au niveau de mon attention? Qu'est-ce que je peux faire au niveau de l'évaluation?
et qu'est-ce que je peux faire au niveau de la réponse. Et là, vous commencez à rentrer dans un processus de prise de recul émotionnel. Ça va pouvoir devenir un réflexe. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'aussi ce travail-là va au fur et à mesure assouplir vos stratégies préférentielles. Vous allez déjà en prendre conscience, parce que si vous avez un carnet où vous rapportez régulièrement vos expériences émotionnelles, vous allez voir que vous avez des stratégies un peu récurrentes comme ça, vos stratégies préférentielles. Souvent j'entends chez les managers, c'est on prend du recul. On prend du recul, c'est une stratégie très évaluation cognitive. Hein? Je relativise. Ok, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Peut-être je peux explorer des choses où je travaille sur mon comportement, mon corps, etc. Et au fur et à mesure, vous élargissez votre répertoire de stratégies de régulation. Et c'est ce qui va permettre d'accroître agilité, d'accroître votre capacité à vous adapter à des situations. Donc je vous ai emmené ce petit schéma. Quand est-ce que je sais que la prise de recul a fonctionné? Je tente de le dire comme ça. C'est je me rends compte que j'ai vraiment pris du recul, c'est quand tout d'un coup je commence à voir et à ressentir différemment la situation. Quelque chose en moi face à cette situation a changé. Et je reprends ce que Jean-Paul disait en introduction, on est bien dans cette dimension écosystémique. Hein, je ne peux pas considérer la situation comme si je ne faisais pas partie. Bien évidemment, pour analyser la situation, je dois prendre en compte cette dimension d'analyser la situation dont je fais partie, mais en étant en hauteur. Et donc, quelque part, c'est là où on commence à prendre du recul. Alors, je vous ai emmené une image. Qu'est-ce que vous voyez? Un arbre mort. Oui, c'était pour parler des émotions. C'est l'hiver qui perd ses bourdons. Oui, je n'avais pas encore. Très juste, on peut le voir comme ça. Oui. Vous voyez pas autre chose qu'un arbre? Des visages, j'entends. Des poissons. Ah. Ça aurait pu des visages. Est-ce que vous voyez des visages? Oui, tout le monde voit des visages. Non. Hein? Alors, je vais essayer de vous... Allez. Là, vous avez un premier visage. Le front, le nez, le menton. Vous en avez un là. Vous en avez un autre là. Un là. Un là. Là. Là-haut, il a même des lunettes. Là-haut, il y en a un avec lunettes. Lunettes, nez, bouche. Hein? C'est un moment, c'est face à une situation, je l'analyse et quand je prends du recul, ben, je commence à la voir différemment. Et du coup, maintenant, est-ce que vous voyez encore un arbre? Oui. Et vous voyez l'arbre et les visages. Et donc là, on commence à voir et à ressentir la situation différemment. Bien évidemment, cette image, vous la connaissez, tout ça, c'est influencé par nos filtres, par notre vécu, notre expérience. Et quand je vois quelque chose, ben, je le vois avec mes yeux. Et ben, j'ai entendu, c'était hier, avant-hier, je parlais avec une personne et on parlait de la qualité de vie au travail et que parfois, en tant que manager, on ne comprend pas la souffrance qu'une personne ou la difficulté qu'elle éprouve dans une situation. Parfois, on ne comprend pas. Et en fait, il y a un proverbe qui dit, ben, il faut marcher pendant un temps avec les chaussures de cette personne et peut-être on se rendrait davantage compte de ce qu'elle vit. Donc attention, le monde on le voit toujours avec ce que nous sommes. Donc tout le monde connaît l'image? Vous voyez tous la personne âgée, la personne jeune, la jeune femme, la personne... Alors, je vais essayer en 5 minutes de vous faire des trucs et astuces quand même. Ça va? Votre attention fonctionne encore? Oui, je sais, 45 minutes, c'est... Trucs et astuces, bien que je vous mets en garde, il n'y a pas une stratégie qui est efficace tout le temps.
Ça dépend toujours du contexte. Parfois, il est important de ne pas tout de suite exprimer une émotion, mais de l'exprimer un peu plus tard, parce qu'on aura eu le temps de réfléchir dessus, on l'exprimera moins intensément, etc. Ça dépend toujours des contextes, des personnes impliquées, etc. Mais quand même, quelques trucs et astuces. On a parlé de la prise de recul émotionnel, on a parlé d'utiliser les émotions comme support à la performance, et je vais vous parler maintenant de deux choses qui sont l'hygiène émotionnelle, et aussi, je vais vous parler du modèle SPA. Alors, c'est pas les SPA, mais du modèle SPA, qui permet un peu voilà, cette question autour de l'utilisation des émotions positives. Alors, l'hygiène émotionnelle. Là, vous avez un diagramme qui essaie de retracer ou de montrer un peu, c'est un peu comme ça, nos émotions, ils interagissent. Là, vous avez quelque chose comme, c'est nos humeurs. Donc, on se réveille le matin avec une humeur. Donc, cette humeur sur laquelle vont se greffer des événements, des émotions. On commence avec un bouchon, après on commence avec notre supérieur qui dit je vais reprendre. Hier soir, un coup de téléphone, tiens, est-ce que tout le monde est au courant de l'adresse? Alors que c'est demain matin, comment je fais? Donc on a plein d'émotions comme ça qui vont se greffer là-dessus. Et tout ça, ça interagit. Et donc, j'aurais dû mettre à alterner mes diapos. Le risque, c'est que vous commencez votre journée avec une humeur plutôt ça va, et sur laquelle commence à se greffer un premier agacement, des inquiétudes. Après, il y a un autre événement qui arrive et il vous rajoute encore un peu d'agacement. Et puis, il y a une grande urgence qui arrive et vous dites ça c'est vraiment pas de bol, en plus, etc. Et donc en fait, le risque, c'est que les phases de récupération d'un pic émotionnel sont interrompues. Du coup, le risque, c'est que c'est pas interrompu, le prochain arrive, et que finalement, à un moment, l'intensité croît, et à la fin de la journée, on est prêt à exploser. Vous rentrez, vous engueulez votre conjoint ou vos enfants. Non, ça vous arrive jamais. Je me sens un peu seule. Ou il y a un collaborateur qui arrive avec une demande et là vous lui dites non mais j'ai pas le temps. Alors comment il te prend quelque chose qui finalement est accumulé mais pas par rapport à lui. C'était pas lui, vraiment il méritait pas cette intensité émotionnelle. Et donc on a un vrai enjeu. Je mets le terme hygiène émotionnelle, c'est quand il y a un pic émotionnel, c'est il faut revenir dans une zone de bien-être. Une intensité assez faible, c'est pas non plus les grosses intensités, parce que, rappelez-vous, l'émotion affecte toujours le corps, donc même si j'ai une grosse joie, mon corps va être en grande activité. Donc c'est important de revenir dans des zones d'intensité émotionnelle moyenne faible et plutôt dans un état où on ressent les choses comme plaisantes. Du coup, quand il y a un agacement qui arrive, finalement, il est comme atténué par cet état émotionnel. Donc, une chose avec cette hygiène émotionnelle, donc c'est important de faire descendre les pics et de revenir toujours dans une zone de bien-être. Ce qui implique qu'il est important de ne jamais se lever de mauvaise humeur. C'est vraiment important. Quand ça vous arrive, c'est la musique préférée, jus d'orange frais pressé, c'est une option, une opportunité pour réguler et se ramener dans un état de bien-être. Bien évidemment, c'est une question au niveau individuel, mais quand vous êtes aussi en posture managériale, l'hygiène émotionnelle, c'est important aussi au niveau de vos équipes. Parfois, quand je travaille avec les managers, ils disent « Mais nous, on déconnecte, on a des moments où on déconnecte. » Je dis « Mais comment vous faites ?» Alors oui, les pauses café. Alors déjà, le café, pour faire baisser la tension, je ne suis pas sûre que c'est la bonne chose. Vaut mieux faire des machines à tisane, quelque chose comme ça. Mais c'est surtout de quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous quand vous me dites vous déconnectez? Travail. Et donc on ne déconnecte pas.
Donc ça, c'est aussi à vous d'instaurer une hygiène émotionnelle collective, c'est de veiller à ramener votre équipe dans des zones de bien-être, et quand vous faites des moments de déconnexion, de partage, de moments informels, veillez à parler pas que du travail. Donc ça, c'était une première truc et astuce. Il y a un vrai enjeu de piloter notre hygiène émotionnelle. Après, il y a encore quelque chose. Ça nous vient des États-Unis, et il y a une université, ils travaillent sur le bonheur. Et donc, ils réfléchissent sur, effectivement, on peut poursuivre le bonheur, c'est une chose, mais on peut aussi tout simplement le créer. Et donc, je vous reparle de cette chance que nous avons. Nous avons 50%, on a la main sur 50% de nos capacités à les développer, à créer notre bonheur. Et donc, c'est des chercheurs qui nous proposent le modèle SPA. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a une part importante, c'est les émotions positives, c'est le plaisir. Mais on sait très bien aussi, quand c'est fini, bah finalement, je crois que vous dites, c'est éphémère à des moments. On peut avoir bossé énormément pour quelque chose pendant de longues années. Moi, ça a été un peu comme ça avec mon doctorat. J'étais là, j'ai bossé pour mon doctorat, et franchement, c'est du chemin, hein, c'est de la gestion émotionnelle. Et après, j'ai eu mon doctorat, et ça, je fais, et bon, il y a eu de la joie, etc., mais il y a eu comme une tristesse, il y a eu comme, qu'est-ce que je fais maintenant, etc. Et donc, ces chercheurs-là ont posé la question du sens. Le plaisir, c'est éphémère. On a besoin du plaisir. Vous en parliez tout à l'heure, vous disiez, oui, on a besoin des moments où on se fait plaisir avec l'équipe. Très important. Mais ça a besoin de prendre sens. On sait à combien des moments, même qui sont peu plaisants, mais qui font beaucoup de sens, ben on peut les traverser. Donc, quand on parle du modèle SPA, lui, il questionne, où sont mes zones de plaisir? Où sont... Qu'est-ce qui fait sens pour moi? C'est pourquoi je me lève le matin. Dans mon boulot que je fais, pourquoi je me lève? Pourquoi je le fais? Quel est le sens? Et puis, il croit ça aussi avec les compétences, avec les atouts, ce que je suis, ce que je sais faire. Et en fait, le bonheur prendrait en compte ces trois éléments. Si je vis beaucoup de moments dans ma vie où je vis le SPA, quand j'ai dans mon travail beaucoup de moments où j'ai du sens et je me sens bien et j'ai les compétences pour le faire, je vis des moments de bonheur au travail. Et ça, c'est des chercheurs, ils l'ont étudié, ça s'appelle le flow, parce que c'est un moment, vous le connaissez tous, on l'a tous déjà vécu. C'est des moments où on oublie le temps. On ne fait plus la chose parce qu'on veut avoir un résultat, une finalité, on la fait parce qu'on l'a fait et on aime la faire. C'est là où on est créatrice dans l'innovation. Et c'est ce qu'ils appellent le flow. Et ça, on peut l'activer, et c'est des moments où on est vraiment performant. Du coup, au niveau individuel, je vous invite à analyser votre agenda en prenant en compte le SPA et de calculer le SPA pour les différentes activités que vous entreprenez. Posez-vous ensuite la question du temps que vous attribuez aux activités. Activités avec faible SPA, mais qui me prend beaucoup de temps dans mon agenda. Est-ce que je ne peux pas faire quelque chose ici? Des activités qui me procurent beaucoup de sens, de plaisir et des atouts, et finalement je passe qu'une heure par semaine. Ben, je peux peut-être les augmenter. Donc du coup, c'est un outil pour structurer notre agenda, mais aussi de réfléchir sur les changements que j'aimerais y introduire. C'est pour moi, mais c'est aussi pour mon équipe, c'est pour mes collaborateurs, c'est un outil de management. Donc en conclusion, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est les compétences émotionnelles, c'est un véritable atout parce que ça favorise la réactivité, la flexibilité, la performance et le bien-être, et bien aussi la santé physique, psychique et sociale. Et pourquoi je vous ai mis le clin d'œil à MacGyver, peut-être certains d'entre vous connaissent le docteur Chapuche, avec qui je travaille sur le concept qui est autour de la densification. Et la densification
émotionnelle, densification psychique, densification philosophique. C'est quelque part de travailler sur son alignement intérieur pour, dans des situations, effectivement, où on n'a pas tous les moyens, on a beaucoup d'objectifs, on a de la complexité, on doit gérer les autres, etc., on arrive à rester, d'une certaine mesure, serein pour pouvoir élaborer des stratégies de faire face. Et donc, nous, on a travaillé surtout aujourd'hui sur la partie psychique et émotionnelle, sur la densification émotionnelle, mais bien évidemment, on a un corps, et bien évidemment aussi, se pose toute cette question du sens que j'ai essayé de partager avec vous à la fin de cette conférence. Et bien évidemment, ce travail auprès des individus, ce travail avec les équipes est complémentaire à une véritable réflexion sur les conditions de travail. Donc, je vous ai mis aussi une bibliographie. Vous pourrez la consulter dans les documents. Et puis c'est surtout, je vous remercie pour votre attention. À un post-déjeuner, c'est jamais facile. Peut-être que certains d'entre vous ont des questions sur ce qui vient d'être dit par Lisa.